Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal de la mi-journée qui vous est présenté par Nariman Ouali. Nariman, bonjour. Bonjour, nous sommes dans l'actualité de l'adoption du projet de loi de finances 2026 en Conseil des ministres. Le président de la République insiste sur la préservation du pouvoir d'achat et l'encouragement de l'investissement. Les prochaines stations de dessalement d'eau de mer au centre de la réunion présidée par le chef de l'État devront desservir les agglomérations jusqu'à 250 km à partir du littoral. Plateforme d'échange dans le domaine de l'énergie et des hydrocarbures, le NAPEC ouvre ses portes à Oran. Nous retrouverons notre envoyé spécial. Le Premier ministre français démissionne sous le feu des critiques après avoir dévoilé une partie de son gouvernement. Il a remis sa démission au président Macron. Mise en œuvre du plan Trump pour Gaza, les négociations directes et indirectes débutent en Égypte. Les pourparlers s'annoncent difficiles. Et en football, les Verts entament leur stage de préparation en prévision de leur match jeudi face à la Somalie dans le cadre des éliminatoires du Mondial. Madame, Monsieur, bonjour. Le projet de loi de finances 2026 adopté en Conseil des ministres prenant en compte les orientations du président de la République, Abdelmajid Tebboune, a insisté sur la préservation du pouvoir d'achat tout en instaurant une assiette fiscale plus efficace. Sophia Boukarcha. Autant d'orientations du président de la République qui traduisent une volonté de poursuivre les réformes économiques sans sacrifier le bien-être des citoyens. En clair, il s'agit de soutenir l'investissement tout en préservant le pouvoir d'achat. Brahim Gendouzi, expert en économie. Quelques points importants pour l'activité économique, c'est les incitations à l'investissement qui doivent continuer, prendre en charge le pouvoir d'achat des citoyens par l'absence de nouvelles taxes pour l'année 2026, continuer dans la logique des transferts sociaux. Ces mesures visent à améliorer le niveau des investissements productifs surtout, défendre le pouvoir d'achat des citoyens. La mise en place d'un système fiscal plus souple et plus efficace constitue un levier essentiel pour lutter contre la fraude, augmenter les recettes et assurer un équilibre sain entre les dépenses et les revenus publics. Il y a lieu d'améliorer le rendement fiscal, stabiliser l'assiette fiscale et lutter contre l'évasion fiscale pour que les recettes publiques soient à meilleur niveau et améliorer également les équilibres financiers de l'État en termes de dépenses et en termes de recettes. D'autres orientations ont été formulées, notamment la nécessité d'éviter les décisions à caractère populiste susceptibles de fragiliser les équilibres financiers de l'État au profit des mesures à forte valeur ajoutée et à rentabilité économique mesurable. L'option dessalement maintenue et consolidée pour garantir l'approvisionnement en eau. La distribution de l'eau dessalée devra se faire suivant l'instruction du président jusqu'à 250 km à partir des côtes. Hamid Belkacem. Initialement, les SDEM, les stations de dessalement d'eau de mer, devaient approvisionner en eau potable les villes situées à 150 km du littoral. Sauf que la persistance, la sécheresse, notamment sur les hauts plateaux et l'Atlas saharien, a obligé les pouvoirs publics à revoir le rayon d'action des SDEM en le portant de 150 à 250 km à partir du littoral, soit une extension de 100 km. Cette rallonge hydrogéographique qui va permettre d'alimenter en eau des wilayas de l'intérieur et actuellement stress hydrique s'inscrit en droite ligne avec la politique hydrique nationale où l'hydrosolidarité des territoires constitue l'axe principal. À titre d'exemple, la station de dessalement de Toudiet Draouj dans la wilaya d'Attarf alimente en eau potable et via un réseau de 642 km, excusez du peu, des wilayas éloignés de la mer à l'image de Soqaharas et de Galma. Partant de là, la décision d'orienter un volume conséquent de l'eau dessalée des futures stations de dessalement vers les villes de l'intérieur est une bonne assurance garantie contre la sécheresse imposée par les inévitables changements climatiques. L'autre instruction du président, c'est de ne pas détourner les terres agricoles de leur vocation initiale pour la création de projets publics. Nous y reviendrons. Carrefour d'échange dans le secteur des hydrocarbures et du renouvelable. Le NAPEC a été inauguré ce matin à Oran. Notre envoyé spécial, Erim Bouradoum. L'Algérie s'engage résolument dans une dynamique d'adaptation et de transformation profonde de son secteur énergétique, une stratégie qui vise à valoriser pleinement les
ressources naturelles tout en accélérant l'investissement dans les énergies renouvelables. Le gaz naturel restera une énergie d'équilibre et un atout majeur dans cette transition. Mohamed Arkab, ministre d'État, ministre des Hydrocarbures. L'adoption d'une politique de transition énergétique ne signifie en aucun cas l'abandon de nos ressources fossiles. En premier lieu, le gaz naturel, qui constitue un combustible de transition essentiel dans l'équation énergétique mondiale, en raison de sa propreté relative, de son efficacité et de sa comptabilité avec la phase de transition énergétique. Dans cette même optique, l'Algérie avance à grands pas vers une diversification de son mix énergétique à travers le renforcement des investissements et l'intégration de solutions technologiques innovantes traduisent la volonté de l'Algérie de conjuguer performance énergétique et durabilité. Adjel, ministre de l'Énergie. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement des énergies renouvelables approuvé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, des projets d'une capacité totale de 3200 MW ont déjà été lancés. La réalisation de ce programme permettra, en plus d'assurer des économies de gaz, de stimuler le développement industriel tout au long de la chaîne de valeur, d'amorcer la production d'hydrogène vert, d'exporter l'électricité issue de sources renouvelables et de réduire l'empreinte carbone. Fidèle à sa vocation de puissance énergétique régionale, l'Algérie demeure un partenaire fiable et ouvert, prêt à collaborer avec tous ceux qui partagent sa vision d'un avenir énergétique plus responsable et prospère. Doran Rimboukadoum, Alger 3. La suite du journal avec cette rencontre économique algéro-slovène. Elle intervient en application de la volonté des deux pays de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Kamel El-Zig, ministre du Commerce extérieur, au micro de Hajar Msaoudi. Ces rencontres B2B permettent d'explorer plusieurs opportunités d'investissement dans les domaines variés et qui contribuent à renforcer les relations économiques entre l'Algérie et la Slovénie, un partenariat qui figure parmi nos priorités. L'Algérie offre aujourd'hui un climat d'affaires très attractif, capable d'attirer des entreprises étrangères, comme en témoigne la forte participation d'opérateurs économiques. Nous espérons que cette rencontre aboutira à des résultats concrets, que ce soit au niveau politique ou économique. Nous souhaitons que cela se traduise par des partenariats gagnant-gagnant entre les opérateurs algériens et slovènes. L'investissement en ligne de mire, des contrats sont en négociation, souligne en Marrakech le directeur général de l'API au micro de Hajar Msaoudi. On s'est engagé de signer un mémorandum d'entente de coopération entre les deux agences pour partager les informations sur les deux marchés, pour partager les opportunités d'investissement ici et pour le marché slovène pour les entreprises algériennes. Dans des différents domaines, vous avez l'agriculture, vous avez l'industrie, la transformation, vous avez les entreprises algériennes qui sont en train de négocier des contrats avec leurs futurs partenaires slovènes et on est là pour les accompagner afin de concrétiser leur partenariat. En prévision de l'application de la taxe carbone en janvier, des mesures ont été prises, affirme Miloud Mjelled, directeur général de la prospective au ministère des Hydrocarbures. Extrait de son intervention dans l'invité du jour avec Nasserine Dahmoun. C'est vrai que le CBAM, le Carbon Border Mechanism Adjustment, instauré par l'Union européenne, il impacte 4 ou 5 produits, notamment le ciment, le fer et fertilisant, le verre et l'aluminium. On n'est pas concerné par l'aluminium. Actuellement, on travaille sur la certification avec l'Union européenne pour introduire dans le process, c'est-à-dire l'utilité, au lieu de prendre l'électricité conventionnelle, prendre l'électricité 100% verte. Graduellement, c'est-à-dire c'est pas une taxation graduelle. On est en train de négocier avec la partie européenne d'alléger un petit peu ce processus. On est bien avancé, notamment pour la chaîne de valeur hydrocarbures. La crise politique perdure en France. Le Premier ministre Lecornu jette l'éponge. C'est l'instabilité qui s'installe. Correspondance de Camilia Fatiha depuis Paris. Coup de théâtre à la tête de l'exécutif, Sébastien Lecornu a remis sa démission de Premier ministre à Emmanuel Macron ce lundi matin. À peine 12 heures après la nomination de son gouvernement, l'Élysée a confirmé que le président de la République avait accepté cette démission, marquant un record de brièveté pour un gouvernement sous la Ve République. La composition de l'équipe gouvernementale dévoilée tardivement dimanche soir a immédiatement suscité de vives critiques de l'ensemble de l'échiquier politique. La reconduction de plusieurs ministres, en particulier le retour de Bruno Le Maire, accusé
accusé d'avoir contribué à la dégradation des finances publiques a été perçu comme une provocation dans un contexte déjà tendu. Si Le Cornu avait été nommé Premier ministre depuis le 9 septembre, c'est l'annonce tardive et contestée de son gouvernement qui a précipité sa chute. À la veille de sa déclaration de politique générale prévue devant l'Assemblée nationale, l'ancien ministre des Armées a choisi de jeter l'éponge faute de majorité et de consensus. La fronde est venue de toutes parts, opposition offensive, alliés désabusés, mais surtout pression croissante des Républicains qui exigeaient des garanties fermes sur l'immigration et la répartition d'un tiers des portefeuilles ministériels. L'absence d'accord a conduit à l'implosion d'une majorité déjà vacillante. Ce nouvel épisode marque un nouveau tournant dans la crise politique que traverse la France. 5 premiers ministres se sont succédés depuis la réélection d'Emmanuel Macron en mai 2022, sans parvenir à stabiliser l'exécutif. Des voix s'élèvent pour demander une nouvelle dissolution, voire la démission du chef de l'État. Paris, Kamilia Fatiha, Alger Chaîne 3. À peine formé, le gouvernement de Le Cornu a déjà implosé. L'analyste d'Emmanuel Desfourneaux, contacté par Rabea Slimani. On est dans une super crise politique inédite. Les scénarios aujourd'hui, notamment LFI, elle semble demander la destitution du président, ça semble peu probable. Nouveau constitution d'un gouvernement, pourquoi pas, mais là il faudrait vraiment qu'Emmanuel Macron décide de changer et de transformer, semble-t-il, sa mentalité, parce qu'il a du mal finalement à vouloir accepter la réalité politique de la France d'aujourd'hui et de vouloir notamment y introduire de l'opposition dans son gouvernement. Et ce qui ferait que nous aurions une forme de gouvernement consensuel où il y aurait différentes idéologies représentées au sein de ce gouvernement. Mais au regard de ce qui s'est passé précédemment, il y a très peu de chances pour qu'Emmanuel Macron accepte finalement cette option-là. Et c'est l'extrême droite qui pourrait tirer profit de cette démission. Si Emmanuel Macron faisait entrer de nouvelles personnalités issues du Parti socialiste, parce que je pense que pour LFI, c'est hors de question à ses yeux, ça sera très compliqué pour que le socle commun, qui n'existe plus, puisse ne pas voter éventuellement une motion de censure. Donc c'est très compliqué aujourd'hui. Le fait que Le Cornu, avant même finalement qu'il puisse faire discours de politique générale, montre bien que c'était sa dernière carte qu'il a jouée, que ce socle commun a complètement éclaté, et le fait qu'il ait accepté sa démission ce matin prouve que l'on irait plutôt vers une option qui me paraît plus raisonnable pour sortir de cette super crise politique. Ce serait la dissolution, même si c'est une option dangereuse, puisque celle-ci pourrait déboucher sur la victoire du Rassemblement national. Sous la pression du président américain, des délégations du Hamas, de la puissance occupante et en présence des émissaires américains, entament à Sharm el-Sheikh en Égypte des négociations indirectes pour obtenir la libération des prisonniers de guerre retenus à Gaza et stopper le génocide en cours dans l'enclave depuis bientôt 2 ans. Près d'une semaine après avoir présenté son plan, Donald Trump exige un avancement très rapide de ces négociations. L'analyse de Abdallah Fahmi, contacté par Rabea Slimani. C'est un jeu de dupes, c'est la libération des otages. Netanyahou n'est d'accord que pour cela, parce que ça lui permettra aux prochaines élections à venir de valoir quelque chose. C'est ça son point faible à l'intérieur d'Israël. Toutes ces manifestations qu'on voit en Israël, c'est pour la libération des otages. C'est pas contre le génocide des Palestiniens qui demandent même l'arrêt de la guerre, c'est pour libérer les otages. Tout ce qui se passe à Sharm el-Sheikh, c'est parce qu'ils veulent libérer les otages. Pour Trump, c'est capital de libérer les otages et si possible de continuer leur plan de l'arrivée à Gaza, qui est utopique mais qu'il essaie de mener jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il a envoyé Jared Kushner. Les propos recueillis par Rabea Slimani. La première édition de Formatech s'est ouverte ce matin à Alger, un carrefour de professionnels et d'acteurs dans le domaine de la formation et du digital. Samir Alloun pour les détails. Les exposants présents ce premier jour de l'événement démontrent leur savoir-faire en termes d'innovation. Une innovation qui pour certains est orientée sur la méthodologie, pour d'autres c'est des formations qui suivent de très près le progrès technologique, histoire de former sur ce qui pourrait devenir les compétences et métiers de demain. Les écoles de développement et programmation s'intéressent de plus en plus à l'intelligence artificielle et sur comment l'exploiter efficacement pour l'adapter à différents besoins au sein des entreprises. Wafay Hamishen, responsable marketing au niveau de Go My Code Algérie. On a des formations génératives IA, donc l'IA générative, c'est pour apprendre comment générer de l'audio, du visuel et des vidéos et textes. C'est avec une certification toute nouvelle, c'est la certification NVIDIA qu'on va proposer aujourd'hui au salon. Et aussi, on a des formations en développement web,
web, en cybersécurité, en data et en Python qui ont l'intégration de l'intelligence artificielle dedans. Notre formateur aspire à accompagner la transformation digitale en proposant des formations en rapport par exemple avec la gestion électronique des documents, histoire de mieux prendre en charge l'archivage des documents pour la sauvegarde optimale de chaque document important. Fouziya Gissoum, directrice générale de la société SG Software. Nous lançons en février la formation du technicien supérieur en GED. Notre spécialité depuis 25 ans, c'est la gestion électronique dans les documents. Ça démarre à la numérisation, au traitement des archives. Depuis quelques années, on se dit c'est le moment de faire un transfert de compétences, de former les générations qui viennent. Donc on est un centre agréé pour la formation. Plus de 100 exposants participent à cette première édition de Formatech Expo avec pas moins de 20 conférences qui vont réunir experts et acteurs du secteur pour discuter des défis actuels et futurs liés au secteur de la formation. Journée arabe du logement ce lundi à Ghardaïa, les projets dans le secteur ont été présentés à l'occasion. Mahfoud Karkar. Le slogan de cette année porte sur le relogement des sociétés endommagées, bâtir un meilleur avenir. Ali Djerbel, directeur du logement. Nous avons un programme de plus de 25 000 logements, dans 13 700 donc achevés et plus de 4 700 ils sont en cours de réalisation et dans 6 590 logements qui sont en étude et en voie de lancement. Au sud, la tendance est toujours vers l'habitat rural. Les segments les plus demandés, les lotissements, l'Otera, avec une aide de l'État de 1 million de dinars. Et pour l'habitat rural, donc, nous avons un total de 6 457 logements qui sont inscrits, donc plus de 2 000 logements sont achevés et 352 en cours et 4 098 logements qui sont en voie de validation. Pour les lotissements, nous avons un total donc, de 10 352, le reste du 24 898 de l'opération 30 000. Nous avons 7 919 travaux terminés, 690 logements en cours et 1743 en voie de lancement. De Ghardaïa, Mahfoud Karkar pour Alger 3. Le ministère de la Culture et des Arts a renforcé son dispositif de prise en charge de la formation des étudiants relevant des instituts et écoles du secteur, à savoir une convention avec l'Office national des œuvres universitaires, mais aussi avec le PTV qui constitue une opportunité d'optimisation de la formation, notamment dans les métiers du cinéma et le Centre national du cinéma et l'audiovisuel. Malika Bendouda, ministre de la Culture et des Arts, au micro de Hanan. C'est vrai qu'il y a la signature des conventions avec la télévision algérienne et avec l'enseignement supérieur, mais surtout l'accompagnement que peut offrir tout le ministère de la Culture et des Arts dans ses activités, dans la production cinématographique, dans le théâtre, dans la photo, dans le festival. Tout ça sera vraiment à la portée de nos étudiants. On n'a pas énormément d'étudiants, donc on peut les gâter quand même. Donc ils vont être un acteur principal dans nos activités culturelles et artistiques. Le sport, à présent, Rustom Yahya Cherif, le football marqué essentiellement par le début du stage des Verts, en prévision du match prévu jeudi. Face à la Somalie, ça sera au rang à partir de 17h, le stage de la sélection nationale A qui débutera aujourd'hui au centre technique national de Sidi Moussa, avec l'arrivée aujourd'hui des joueurs évoluant à l'étranger, notamment les deux nouveaux, Dorval et Belghali, ainsi que Kebal et Hadj Moussa, en attendant l'arrivée des autres joueurs. Je rappelle qu'hier c'était Ben Sebaini et Maza qui étaient les premiers à arriver à Alger. Début également du stage de préparation des joueurs locaux à Annaba, ponctué par deux matchs amicaux prévus les 9 et 13 octobre au stade du 19 mai 56 à Annaba face à la sélection palestinienne qui est arrivée d'ailleurs ce matin à Alger, les hommes de Majid Boughadha qui préparent la Coupe arabe des nations prévue du 1er au 18 décembre au Qatar. Merci Rustom. Selma Figuerer Douassiassi était à la réalisation du 12-13. Il y avait Yassine au streaming, Tahar à la régie d'antenne et Khaled à la console technique. Tout de suite la météo avec Soraya Zintar.